Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Je sais, je dis ça à tous les épisodes, mais bon, que voulez-vous, qui va nous partager son parcours, une expérience de vie qui mérite vraiment d'être découverte. Donc voilà, je vous laisse vous installer et je vais faire le petit coup promo. Comme d'habitude, vous savez, les règles, on ne change pas. Je sais que vous aimez qu'on fasse les rappels comme à l'école, mais bon, on va les faire. Vous écoutez l'épisode. À la fin de l'épisode, vous n'hésitez pas à le partager à au moins une personne qui pourrait être intéressée. Et puis, vous allez sur Apple Podcasts, mettre les 5 étoiles accompagnées d'un petit commentaire. Pour ceux qui n'ont pas d'iPhone ou d'iPad, vous pouvez faire la même chose sur YouTube, un petit commentaire, ou bien sur la page Instagram Philosophie de Comptoir en commentaire, en DM. Et pour ceux qui veulent un échange de vive voix, vous n'hésitez pas à me suivre sur Clubhouse. On se fera des rooms privés pour en parler. Et bien évidemment, vous aurez tout ça dans la description, ainsi que l'invité qui mérite d'être entendu. Maintenant, comme d'habitude, prenez place, hydratez-vous and get ready. Hello Carla, Salut Cynthia, ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. Eh ben, welcome au comptoir. Merci à toi, merci de m'accueillir. Ça fait super plaisir déjà, Carla. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça fait très très plaisir. C'est un Euh, plaisir pour moi aussi. ben voilà. Tu connais la tradition, hein. Ici, on s'hydrate parce que c'est bon pour la peau et les cheveux. Alors ce matin, que bois-tu? Bah, de l'eau en fait, tout De l'eau. simplement, parce qu'il faut toujours boire de l'eau. Donc je m'efforce de boire de l'eau la plupart du temps, je rate ce moment du matin de boire mon eau, mais là j'ai pris ma petite bouteille, elle est juste à côté de moi, donc je bois de l'eau. Eh ben, je te suis pareil. Là, je suis dans l'eau, mais l'eau plate, plate, plate. Alors, Carla, est-ce que tu peux nous faire un petit refresh? On voit que la boss qui vient sur le podcast. C'est clair. Comment toi et moi on s'est rencontrés? Ben justement sur Clubhouse, euh, je crois que c'était via le club Black francophone. Quand moi je suis arrivée en fait sur Clubhouse, bah, c'est ma mère qui m'a fait rentrer sur Clubhouse et du coup elle m'a dit ah il y a un groupe Black francophone et tout ça et puis je crois que la première room qu'on avait fait c'était une room où justement il y avait ils vous accueillaient les nouveaux et vous montraient comment on pouvait utiliser Clubhouse. Donc je me souviens que c'était là et après j'avais été sur un débat qui s'était fait euh, avec je sais plus comment c'est son nom et du coup c'était intéressant, j'avais suivi et écouté et c'est là que j'avais vu ta tête passer entre 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 quelques minutes comme ça en coup de vent et c'est là que je t'ai découvert et ensuite après j'ai découvert Podno Média, enfin le podcast noir. Encore une fois c'est ma mère qui a découvert ça et donc Waouh. moi je suis allée je suis allée du coup suivre ça et tout. Et puis après j'ai découvert aussi la room kill du dimanche. Donc voilà, c'est comme ça que je t'ai découverte sur Clubhouse et qu'on s'est rencontrés aussi par la même occasion. Oh my God. Vous voyez quand on vous dit que Clubhouse c'est the place to be, c'est vraiment the C'est place clair. to be. Sinon, si vous n'êtes pas là, vous ratez tout. D'ailleurs, je suis très très présente sur Clubhouse. Comme vous savez, on a reçu les fondatrices de Pono Media il y a quelques semaines. Elles sont venues ici. Donc, Pono Media, pour ceux qui ont suivi, vous connaissez, c'est la plateforme de référencement des podcasts afro. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir cet épisode si ce n'est pas déjà fait, c'est l'épisode 25. Et ta room till du dimanche, c'est une room que j'anime quasiment tous les dimanches, j'essaye, dans le club qui porte le nom du podcast, Philosophie de Comptoir. Et c'est une room où toutes les semaines, c'est des personnes différentes qui partagent des moments vraiment inspirants et on apprend à chaque fois. À chaque fois, on en ressort, mais je sais pas toi, mais ultra détendu, ultra, Franchement, c'est enfin, cool, c'est génial. voilà. J'adore. T'es une habituée, Carla, d'ailleurs, hein. Maintenant, je te vois de plus en quasiment Ouais, je tout le temps. viens souvent, ouais. Je viens souvent parce que j'aime bien, je trouve ça sympa. Donc voilà. Bien évidemment, je vous mettrai, comme j'ai dit, la description, le Clubhouse de Carla et le mien, comme ça vous pourrez aller nous suivre. Alors Carla, je vais te laisser te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Alors donc moi, en quelques mots, je suis Carla. Actuellement, j'ai une activité qui accompagne les entrepreneurs. Donc, je les aide en tant que business coach et consultante. J'ai un parcours
parcours assez atypique. Donc, je suis vraiment une entrepreneur, moi, depuis l'âge de mes 19 ans. Et voilà ce que je peux dire de moi, une femme spirituelle et de foi. Mm. Et puis voilà, en Ok, quelques mots. quelques mots. Carla, je l'ai grondé avant l'épisode, hein. Je lui ai dit, Carla, il faut être très concise parce que Carla, elle a l'habitude quand on se voit Je dans des parle rooms beaucoup, c'est vrai. d'être. Non, je dirais pas que tu parles beaucoup, mais tu es plutôt exhaustive et t'aimes bien détailler. C'est vrai, c'est vrai. De toute façon, on aura l'occasion au cours de cet échange. Alors, Carla, pourquoi je t'ai invitée? J'ai invité Carla parce que, comme elle a dit, on s'est rencontrés sur Clubhouse et elle a fait plusieurs fois des interventions dans des rooms, ta room tea du dimanche, où elle avait partagé un projet sur lequel elle est en train de mettre en place. Et on a tous dans la room été à chaque fois très touchés par ton projet. Et je me suis dit, waouh, j'aimerais vraiment t'apporter mon soutien. Et pour moi, je me suis dit, ben, quoi de mieux pour t'apporter un soutien sur ce projet? C'était de t'inviter ici et de faire connaître ce projet aux personnes qui pourraient être intéressées. Et en plus, t'avais été interviewé sur Clubhouse via le groupe Pono Média, hein, les rendez-vous du Oui, dimanche avec les Black Podcasters. Et je trouvais que ton histoire d'entrepreneuse était assez intéressante. Et en fait, c'est le combo de tout ça où je me suis dit, en fait, Carla, il faut qu'elle soit au comptoir, quoi. On a besoin de ce genre de parcours atypique. j'ai commencé à être un peu conscientisée sur l'entrepreneuriat. À l'époque, je voulais faire quelque chose dans le secteur de la mode. Je me souviens que ma mère m'avait dit, bah, il faut que tu aies un réseau. Et puis, je me suis un peu lancée comme ça. Donc, au départ, j'ai essayé de trouver des contacts, d'entrer en contact avec des personnes qui étaient dans ce milieu-là. J'ai pu rencontrer une photographe. Ça m'a conduit, non, une maquilleuse plutôt, qui m'a mis en contact avec un designer. Et de là, j'ai commencé un petit peu à travailler, on va dire, entre guillemets, dans ce milieu-là. En tout cas, à me faire mon réseau. Et en parallèle, en fait, comme je faisais des études de communication, donc j'étais en licence information et communication, bah, à ce moment-là, en fait, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai échangé, et puis la question d'entrepreneuriat, de faire des projets, est vraiment montée dans mon cœur, sachant que il se trouve que mon père est entrepreneur, que mon grand-père est entrepreneur, Oh donc my c'était un gosh. petit peu quelque chose qui résonnait en moi de toute évidence. Et c'était quelque chose que je voulais faire. Moi, je me voyais pas être une salariée. Enfin, je voulais pas du tout être une salariée. Et pour moi, c'était vraiment une manière aussi d'être libre finalement, d'être entrepreneur. Donc j'ai démarré finalement à l'âge de 19 ans, hein, comme ça. J'ai commencé par un petit groupe Facebook. Ensuite, j'ai fait une page Facebook et puis j'ai commencé à faire des sites internet. Euh, Toute seule ou tu t'es ouais, formée toute quand même? seule. Non, vraiment, Ok. je me suis mise dessus toute seule, je me suis auto-formée. Enfin, ça a vraiment été une période assez marrante parce que jusqu'à présent, j'avais rien fait de ma vie en fait que le lycée, tu vois. Quand t'es au lycée, bah t'es au lycée, tu vas au lycée, tu fais ta vie de lycéenne. Et puis quand je suis sortie du lycée et que je suis arrivée à la fac, en fait, je me suis découverte des tonnes de talents en fait. J'ai vraiment Wow. découvert plein de choses en moi, plein de capacités que je ne connaissais pas. Parce que du coup, bah, j'ai commencé à faire des choses de moi-même, à essayer de me développer de moi-même. Et puis j'ai découvert aussi ma curiosité. J'ai quelqu'un de très curieux. Enfin, vraiment, je me suis découverte. Ça a été une période vraiment intéressante pour moi. Et puis bah, du coup, je me suis bougée quoi, pour aller chercher du réseau, etc. Et entre-temps, bah, j'ai découvert le blogging de mode. Et donc là, je me Ok. suis dit, bah, ça serait ma T'avais quel âge stratégie. à peu près vers J'avais cette 19 ans. Waouh, waouh, 19 waouh, ans. waouh. Ok. Ouais, j'avais 19 ans, donc je me suis lancée dans l'idée de faire un blog de mode. Enfin, j'ai commencé par un site internet, et par là, en fait, c'est au travers de ce projet-là de blog de mode, et puis en allant travailler, enfin en tout cas en travaillant de manière d'ailleurs bénévole à l'époque, avec un designer, que j'ai mis un pied dans le monde de la mode, entre guillemets, enfin vraiment le monde périphérique de la mode, moi j'appelle ça comme ça. Et du coup, bah, ça m'a conduit à faire des sorties enfin, je faisais des sorties de défilés, je faisais des photos de gens bien habillés, etc. Je les mettais dans mon site.
J'ai pu aussi faire des défilés de mode. Donc, je contactais en fait Ah, oh my gosh. comment on appelle ça déjà, Designer? non, des trucs de presse en fait. Ah, j'allais dire des PR, mais je sais pas si c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça Ouais. exactement. Je contactais ces gens-là qui, eux, justement, offraient des invitations en fait au défilé. Parce que j'avais rencontré une personne, je ne dirai pas son nom, qui est devenue une personnalité importante. Waouh, Et de la mode? non, dans la musique. Et Ok. en fait, cette fille-là, on était très amis à cette époque-là. Et en fait, en fait, je l'avais rencontrée sur un événement. Et puis, on est devenus amis comme ça. Et en fait, elle m'a donné son astuce. Ben, moi, je contacte les PR pour entrer dans les défilés. Et c'est comme ça que du coup, j'ai commencé à rentrer dans les défilés. Donc, j'envoyais des mails, je présentais mon blog et je recevais des invitations. Et du coup, j'allais dans les défilés, j'allais dans des différents événements. C'était une période assez sympa et marrante. Et je me suis fait énormément de réseaux à cette époque-là dans ce secteur-là. Après, c'est vrai que j'ai pas gardé beaucoup de contacts de gens de cette époque-là, mais voilà. Carla, je Euh, vais te poser une question, parce que Vas-y, là, c'était au début de la vingtaine, du coup. c'est Euh, ça. Avant qu'on passe à la prochaine, au prochain parcours, qu'est-ce que tu as retenu là de cette période-là? Tu allais dans des défilés, tu faisais du réseautage, tu crées ton blog. Qu'est-ce que tu as retenu de ces moments-là? Alors, ce que j'ai retenu, euh, je pense que quand tu veux vraiment faire quelque chose dans un secteur, quand tu veux te développer dans un secteur, le plus important, effectivement, c'est le réseau. Et il faut bouger. Il faut pas rester chez soi. Il faut vraiment sortir. Il faut oser aller discuter, parler avec les gens. Parce que non, et puis il faut s'amuser. Moi, je sais qu'à cette époque-là, j'avais pas de pression, de stratégie spécifique. J'étais vraiment dans une démarche où je me disais, je vais me faire du réseau. J'étais pas dans l'idée de je veux nécessairement me faire connaître ou devenir quelqu'un particulièrement, mais je me disais, j'ai envie d'avoir un blog voilà, qui se fait connaître et tout ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'aimais pas trop me montrer. Donc c'est peut-être ça qui m'a coûté à l'époque d'ailleurs. Donc je pense que effectivement, oser Te aussi se montrer, montrer, c'est-à-dire. bah simplement, en fait, je mettais jamais de photos de moi à l'époque. Même sur Ah, mon compte, j'avais un compte Facebook à l'époque, j'avais créé spécialement pour tous ces projets-là que je faisais, mais je montrais jamais ma tête en fait. Je ne m'exposais pas parce que bah moi je voulais pas m'exposer en fait. C'était vraiment un pris parti que j'avais pris à l'époque de me cacher littéralement. Et c'est avec le temps que je me suis rendu compte que c'était pas forcément une très bonne idée. Il y a des gens, il y a des gens qui font des trucs en ne se montrant pas et ça marche très bien. Mais moi à l'époque, je voulais pas trop me montrer, je voulais pas trop m'exposer pour diverses raisons. Et donc effectivement, je pense que quand tu te montres pas, bah tu crées pas forcément de lien avec ton audience. Donc j'avais mon blog, je publiais mes trucs et puis bon bah je faisais des choses un peu comme ça, quoi. Et donc, du coup, ça a pris. Enfin, si tu veux, quand j'ai fait ces projets-là, à la différence de plein de blogueuses qui cartonnaient, moi, je cartonnais pas du tout, tu vois. Mais je faisais mon truc et je m'amusais et c'était sympa. Et je pense que c'était aussi ça, c'est que je me prenais pas nécessairement la tête non plus. mhm. Je faisais les choses pour m'amuser. En fait, je développais vraiment ce que j'ai été, mes talents, moi intérieur, d'un point de vue vraiment de mes compétences. Et Ok. je m'amusais en fait. Je rencontrais plein de gens et c'était cool. Et je pense que réseauter, ça permet vraiment de rencontrer du monde. Euh, Oser quand même se montrer dans ce qu'on fait, pas trop se cacher et être authentique. Et je pense que c'est ce dont j'ai manqué à l'époque, c'est l'authenticité. J'avais tendance un petit Ok. peu à plutôt copier-coller ce que d'autres personnes faisaient et à ne pas nécessairement, tu vois, faire des choses qui me ressemblent moi, parce que bah, du coup, comme je me cachais et que je me montrais pas, j'allais pas forcément faire des choses qui étaient basées sur qui je suis. Donc j'allais plutôt copier ce que d'autres personnes faisaient, et je pense que manquer d'authenticité quand on fait un business, c'est s'empêcher, enfin, c'est clairement ne pas se donner les chances de réussir aussi, quoi. Parce que je pense que les gens, ils ont besoin de voir qui tu es, ils ont besoin de savoir qui tu es, et quand tu fais un business et que tu mets pas une part de toi, bah tu vas essayer de mettre d'autres choses, mais
quand les choses sont pas authentiques, les gens ne se reconnaissent pas forcément dedans, en fait. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, j'espère que vous qui m'écoutez, comme d'habitude, vous connaissez, je vous dis toujours à vos cahiers, à vos stylos, donc j'espère que vous avez noté ça. Je vais couper régulièrement Carla à ces moments-là parce qu'elle a vraiment une vie elle a un parcours qui est vraiment dense et je pense qu'à chaque moment, comme ça, on prendra des notes. D'ailleurs, moi, j'ai noté ce que tu as dit, l'importance du réseau, l'importance de l'authenticité, c'est quelque chose que tu insistes beaucoup sur ça dans tes rooms d'ailleurs. Donc vraiment, n'hésitez pas à suivre Carla parce que c'est un point sur lequel elle développe pas mal. Et le réseautage, de toute façon, ça je pense que c'est the truc qu'on ne peut pas négliger. Et du coup, de cette période un peu blogging, mode, ça fait très Gossip Girl, j'aime trop. J'aurais trop dû ta copine à ce moment-là. Non, mais franchement, j'aime trop. Moi, ça me met des cœurs dans les yeux. Franchement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu bascules sur ton autre vie, du coup? Ouais. Bah en fait, il s'est trouvé que donc j'ai fini mes études, ma licence, Mhm. et j'ai essayé à l'époque, en sortant de ma licence, de commencer un petit peu à professionnaliser ce que je faisais. Sachant que la transition qui s'est passée entre la fin de mes études et le moment où après il a fallu que je rentre dans la vie active, je voulais mettre en place un espèce de média qui allait réunir d'autres blogueurs. Enfin, j'avais une grande vision et tout ça, je voulais faire un gros truc. Et j'avais essayé de recruter justement des personnes autour de ça, mais à l'époque, j'avais pas d'argent. Donc moi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de choses sans argent. Je présentais un peu ma vision et j'ai quand même réussi à faire bosser pas mal de gens de cette manière-là. J'ai eu de Ah la chance, ouais. j'ai jamais eu de problème. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup développé mon leadership en fait à ce moment-là. Et c'est aussi un don que j'ai découvert chez moi. Je me souviens que j'avais collaboré à l'époque avec un gars qui voulait faire des émissions télé. Donc j'avais fait des castings, Waouh. on avait fait des tournages avec des mannequins dans une école, je me souviens à l'époque de maquillage, et, et du coup c'était censé être une espèce d'émission de mode et tout. Bon, c'était un peu foireux, mais c'était quand même une aventure. C'était quand même une aventure quand même parce que pour le coup, j'ai fait des vrais castings, j'ai fait des vrais tournages et tout ça. Euh, et, euh, et donc après, à un moment donné, j'ai voulu monter un média, un magazine. Donc je me souviens, j'avais rencontré un espèce de DA avec qui on était censé travailler et tout ça. Et bon, ce mec-là demandait de l'argent, donc du coup, moi, j'en avais pas, donc ça n'a pas pu se faire. Et finalement, j'ai refait un nouveau média avec d'autres nanas qui étaient prêtes à bosser de manière bénévole avec moi. Donc on a pendant moins d'un an, hein, on a été comme des rédactrices de ce média-là. Et il y avait justement cette fille dont je te parlais aussi qui était ma rédactrice. Encore une fois, je tairai son nom, c'est une personnalité dans la musique. Et, et du coup, donc c'était assez sympa, c'était assez marrant. Et puis bon, à un moment donné, bah ça ne fonctionnait pas, hein, clairement. Donc moi j'ai dû ces filles-là au bout d'un moment, bah, elles se sont retirées, hein, ce qui était tout à fait normal. Et puis moi-même j'ai arrêté ces trucs-là de médias. Et j'ai voulu après, pendant cette période où j'étais un peu en transition, mettre en place une activité pour organiser des shootings, des défilés, puisque en parallèle, je travaillais aussi avec un designer pour qui, à un moment donné, j'ai aussi géré, pareil, ses castings. Une fois, j'ai dû gérer des castings, j'ai géré aussi les défilés, tu sais, quand les femmes viennent s'habiller, c'est moi qui gérais ça en fait. Donc je coordonnais Oh. l'habillage des filles. Donc c'était un truc ultra, mais c'est des aventures extraordinaires. Moi j'ai adoré faire ça. C'est-à-dire. Non mais en fait faut vraiment avoir, et c'est là où tu découvres vraiment tes dons et tes talents. Donc moi j'étais quelqu'un de très minutieux, très organisé. Donc je gérais vraiment l'habillage. Ok. C'est-à-dire que je gère exactement qui porte quoi, à quel moment qui rentre, qui sort, etc. Et je gère les équipes d'habilleuses, etc. Donc, vraiment, je gérais ça. Mais Tu sais j'avais que j'ai jamais jamais été pensé formée pour à. ça, tu Waouh. vois. Mais c'est moi qui gérais ça. Tu sais que j'avais Donc, jamais pensé à ça, qu'il y avait une organe. Enfin, il en je faut une, parle de hein. novice, hein, je ne connais rien dans la mode, mais c'est vrai que quand tu vois les défilés, euh, j'ai fait un épisode où je parlais que quand j'étais jeune, je regardais beaucoup la chaîne Fashion TV, donc c'est des Ouais. défilés qui passent pendant toute la journée. Mais du coup, moi, je pensais, enfin, la partie backstage,
Ouais. Je me rendais pas compte qu'il y avait tout un autre monde qui se passait en même temps que le show qu'on voit à la télé, quoi, tu vois. C'est une grosse logistique. C'est un métier de logisticien. C'est-à-dire que Ah, tu dois savoir exactement qui passe à quel moment. Ça va super vite. Donc, tu vois, les nanas, déjà, il en faut beaucoup, hein, des mannequins qui ont fait comme ça, parce que, tu vois, les nanas vont défiler, elles reviennent, elles changent de tenue. Donc, il faut savoir exactement qui porte quelle tenue à quel moment. Il faut être ultra rigoureux et c'est un niveau de stress intense. Mais moi, j'adorais ça parce que l'adrénaline que t'as, enfin, c'est juste exceptionnel. Moi, j'aimerais trop revivre ces choses-là et refaire ces choses-là parce que c'est tellement intense, c'est tellement vivant. Et en fait, enfin, si tu n'es pas rigoureux, organisé, si t'as pas ce truc-là, tu ne peux pas faire ça. Donc c'est une course, c'est une vraie course. Et moi, je faisais ça, donc c'était assez sympa. Et donc moi, je voulais justement pouvoir organiser ce genre d'événements-là, en fait, gérer des backstage de défilés, gérer aussi des shootings. Donc j'ai dû commencer à aller chercher comme ça des clients, des premiers clients. Et en fait, là, je me suis retrouvée face à là où étaient mes faiblesses, c'est-à-dire le côté commercial et le côté vraiment business, donc aller développer du business. Ça, c'était vraiment un truc que je n'avais pas. Donc, je me souviens que j'avais essayé de faire du phoning et là, j'ai séché complètement. Donc, j'ai commencé à envoyer des mails. J'en ai envoyé genre deux, je crois, un truc comme ça ou trois. Et j'ai eu la réponse d'une nana qui est photographe et blogueuse aussi aujourd'hui. Et donc, du coup, elle m'a proposé de venir sur son défilé. Je me souviens qu'il y avait eu un quiproquo. Du coup, j'étais arrivée en retard. Elle a failli me virer de son truc. Et oh finalement, my gosh. j'ai pu faire l'assistante à ce moment-là de la photographe. Bon, après, c'est une collaboration qui n'a pas pu se faire, mais c'était quelque chose que je voulais faire. Et je t'avoue que c'est des trucs que je trouve génial. Moi, j'adore ça, en fait. Et du coup, euh, j'ai fait ce shooting-là et c'était un shooting ultra beau. Elle avait fait des photos magnifiques, hein, c'était vraiment top. Et du coup, j'ai essayé de faire ça. Et puis, j'avais essayé du coup d'aller sur des défilés pour essayer de me vendre un petit peu, tu vois, pour pouvoir faire pareil de l'organisation de défilés, de shootings, des choses comme ça. Mais vraiment mon côté incapable de développer ce côté commercial, c'est-à-dire que je savais développer du réseau, mais vendre mon truc, je savais pas faire en fait. Et donc ça m'a bloqué. Et du coup, bah j'ai arrêté en fait tout simplement le milieu de la mode parce que vu que je voyais que j'arrivais pas à me développer là-dedans, j'avais un peu le sentiment que c'était pas forcément ma place. Donc j'ai préféré laisser ça de côté. Et entre-temps, j'avais un ami que j'avais rencontré sur la fin de la fac qui lui travaillait en fait avec une nana qui a une boîte qui fait des logiciels pour les personnes en situation de handicap et notamment d'autisme. C'est une très très belle boîte qui s'appelle Auticiel. Et donc moi je les ai aidés en fait à une période pour faire de la rédaction Ok. ils avaient lancé un espèce de mois de l'autisme, hein. C'était sur la période où tu as la journée de l'autisme et l'idée c'était de faire des articles tous les mois, enfin toutes les semaines, pardon, tous les jours autour de ce sujet-là, de Wow. l'autisme Ok. sur un mois. Et donc là j'ai découvert le monde des startups. Donc à Oh, l'époque. ok. Donc c'est là que T'avais quel âge à on va peu dire, j'ai près? commencé à. Oui, pardon. T'avais quel âge à peu près à ce moment-là? Franchement, je devais avoir autour de 22 ans. Ouais. Voilà, autour de 22 ans. Je te dis ça parce qu'en fait, quand je vois la vie que tu as avec aussi peu d'écart, je suis impressionnée, vraiment. Parce que là, quand tu parles, on pourrait croire que c'est la vie d'une femme qui a 50 ans de carrière derrière, alors que non, en fait. Et c'est insane, quoi. Je te laisse continuer. Ouais, donc du coup, je rentre, donc je vais donc dans cette petite start-up qui à l'époque était hébergée dans comment on appelle ça, dans une espèce de pépinière d'entreprise. Donc c'était l'ancien Numa, ils étaient placés à Bourse à l'époque. Et Ok. donc je découvre ce monde-là. Donc là, je commence à découvrir ce qu'on appelle les brainstorming. Enfin, c'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé aussi cette expérience-là. Je me souviens que c'était même moi qui leur avais donné le nom qui leur avait donné l'idée du nom du blog qu'ils avaient fait à l'époque. Et puis je rédigeais des articles pour eux. Donc j'ai un peu découvert aussi l'autisme. C'est un sujet qui est absolument pas beaucoup connu au niveau francophone. Bon là maintenant on commence un petit peu
à, à développer un peu ce sujet-là. Mais tu vois, par exemple, dans d'autres pays francophones, pardon, comme le Canada, il y a énormément de structures, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais il y a beaucoup plus d'inclusion. Alors que ici en France, l'inclusion, on est très très loin. Et donc c'était un petit peu ça aussi. L'idée, c'était de pouvoir sensibiliser sur ces questions-là, sur la question de l'inclusion, parce que eux, ils ont des applications justement pour l'éducation et l'inclusion pour les personnes en situation d'autisme. Donc voilà, j'ai un petit peu découvert ça, et c'est là où, à cette période-là, j'ai arrêté le monde de la mode, je suis arrivée à ça. Et puis après, entre-temps, bah, je devais trouver un petit boulot, quelque chose, parce que je pensais avoir des droits acédiques et je pouvais pas en avoir. Non mais je t'assure que moi j'ai vécu trop de trucs. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que avant j'avais fait comment on appelle ça, un service civique Ok. pendant 6 mois. J'espérais continuer, mais j'ai pas pu continuer. Enfin, il y a eu plein de Wow. choses qui se sont passées. Donc j'ai fait à partir de cette période-là, j'ai fait de la garde d'enfants pendant une année scolaire. Et ensuite, j'ai repris des études en multimédia. Ok. J'ai repris des études en multimédia. Ça n'a pas duré longtemps. euh, Parce que du coup, bah, l'entreprise où j'ai été, j'ai pas pu continuer dans cette entreprise-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu mon idée de projet d'investissement en compétences. Ok. Donc le principe c'était, bah, j'avais eu l'idée en fait parce que là encore une fois j'ai repris un peu mon côté réseautage. Donc j'ai découvert une association qui s'appelle Make Sense, où j'ai découvert ils faisaient des espèces de brainstorming pour aider des boîtes dans le social, tu vois, le business, le social business. Et en fait pendant une session de brainstorming qu'on faisait pour une boîte. Moi, j'ai eu l'idée, je me dis, ah, ça serait sympa que des personnes puissent investir dans des business au lieu qu'ils mettent de l'argent, ils mettent des skills. Et ça permettrait aux start-upers de démarrer sans avoir à tout de suite dépenser de l'argent ou à lever tout de suite des fonds. C'était une idée que j'avais balancée comme ça. Et entre-temps, bah, comme du coup la boîte où j'étais m'avait pas gardé et que j'avais dû arrêter ma formation multimédia, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire ça en fait. Donc Ok. à l'époque, Ok. 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 à l'époque, je suis rentrée dans une académie qui s'appelait la Yump Academy pour justement monter mon projet, faire mon business plan. Entre-temps, j'ai découvert aussi The Family, donc j'ai connecté avec comment ça s'appelle déjà, une des fondatrices de The Family, et qui m'avait à l'époque offert le programme Coup d'État qui était payant. Elle me l'avait offert. Wow. Et c'était assez marrant. Et du coup, j'ai suivi leur programme et j'avais beaucoup aimé. J'avais été très, très, très édifiée par ce programme-là. J'en avais appris énormément et ça m'a conduit du coup à développer mon business un petit peu dans ce mode euh, start-up, dans ce mode un petit peu test and learn, agilité, etc. Mhm. Et donc c'est de là un petit peu que j'ai développé, puisque cette idée finalement c'était une idée t'as une idée de business, tu pars de rien, t'as zéro, et comment tu fais pour partir de là et développer ton activité et parvenir finalement à un moment donné à pouvoir lever des fonds, avoir des clients, etc. quoi. Du coup, de ce que je vois là, de cette deuxième expérience dont tu nous parles, là, au début, on était dans la partie blogging, donc vraiment très active. Enfin, c'est vraiment le corps qui est investi. Là, dans la deuxième partie de ton parcours, ce que tu nous racontes, c'est vraiment plus. Enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dans la partie brainstorming où tu avais l'air de vraiment passer de te développer, en fait, du coup. Ouais, là c'était vraiment bah là j'étais un peu dans le côté innovation d'usage, innovation. Euh, ouais, innovation, parce que tu sais, à l'époque, quand j'ai travaillé sur ce projet-là, euh, on parlait beaucoup d'innovation technique, Ok. et moi j'étais dans une innovation et une disruption d'usage d'organisation, parce que le concept de prendre des actions dans une société en devenir avec non pas de l'argent mais des skills, c'était complètement nouveau. Ça n'existait pas. Et en plus, moi, la vision que j'avais, c'était vraiment une vision où t'es pas censé mettre de l'argent.
Bon, c'était un peu compliqué parce que du coup, d'un point de vue juridique, il n'y avait pas du tout d'espace pour arriver à mettre ça en place. Mais du coup, j'avais même des avocats qui étaient prêts à bosser avec moi pour ça parce qu'ils trouvaient ça tellement intéressant et, un- un- et, ingénieux. Et la question qui se posait, c'est comment est-ce que juridiquement je peux arriver à mettre ça en place en fait. Donc Ok, ok. après moi aussi j'étais un petit peu dans mon délire, c'est-à-dire que moi je me disais non, il faut pas qu'on mette de l'argent, faut que voilà. Et après on avait la question qui se posait, enfin en tout cas ce qu'il me disait, c'est que bon bah après tu vois tu peux pas non plus faire ça sans argent parce que bah aujourd'hui si tu veux prendre des actions, il faut mettre de l'argent, il faut les acheter tes actions. Car là, j'aime trop ce que tu viens de dire parce que là, tu touches à un point qu'on va avoir un peu plus tard parce que ça fait deux, trois fois que tu parles du problème financier qui rentre en cours dans tes projets. Donc, je vais te laisser terminer rapidement sur ce point et passer sur l'autre point de ton parcours. Mais voilà, donc du coup c'était donc c'est là que je suis arrivée dans cette phase-là. Donc là on était en 2015, en 2014-2015. 2014-2015, je mets en place ce projet-là. J'ai bossé dessus pendant 2 ans et demi. Euh, et puis, bah, pareil, j'avais une équipe, des gens qui étaient prêts à bosser avec moi, des personnes qui étaient prêtes à m'aider à lever des fonds. J'avais recruté un certain nombre aussi d'investisseurs en compétences, donc des gens qui avaient entre 7 ans d'expérience en moyenne, parfois plus, dans des domaines très divers, que ce soit dans le domaine finance, juridique, business, marketing, enfin vraiment de tout. Je sais plus, je crois que j'avais un petit réseau d'une centaine de personnes, hein. À un moment donné, j'étais arrivée à ouais, une centaine de personnes qui étaient prêtes à s'investir, des gens qui avaient 10, 15, 20 ans de plus que moi, hein. Moi, je me souviens, je faisais des Waouh. entretiens avec des personnes qui avaient 50 ans. Moi, à l'époque, j'en avais 24, 25, quoi. Et du coup, et entre-temps, bah, j'avais aussi recruté en face des start-upers, des entrepreneurs. Et je me souviens que j'avais même repéré le projet d'une société qui aujourd'hui cartonne beaucoup dans le monde afro. Ok. Et je me souviens que je m'étais Est-ce que dit, tu mais peux dévoiler ou pas du tout? Ça reste confidentiel. Non, non, dis-nous si c'est confidentiel. On va pas. non, c'est pas nécessairement confidentiel. C'était ma coiffeuse afro à l'époque. J'avais rencontré Ah. les fondateurs, Emmanuel et Rebecca. Et je me souviens que je leur avais même proposé si je pouvais les accompagner, mais ils avaient du coup choisi d'être accompagnés ailleurs. Ils n'avaient pas eu tort d'ailleurs, parce qu'à l'époque, ce que je faisais, c'était pas forcément abouti. Ok. Et du coup, je me souviens que eux, je les avais rencontrés chez The Family. Et je me souviens que quand j'avais vu leur projet, je m'étais dit, mais ça, c'est sûr que ça va marcher. Ok. Et j'ai pas eu tort d'ailleurs, parce que ça a bien fonctionné, effectivement. Et du coup, donc c'était assez marrant aussi cette période-là, parce que des fois, tu rencontres des gens, tu vois un petit peu ce qu'ils font, et tu arrives un peu à percuter que ça va fonctionner. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais rencontré une autre personne qui avait fait exactement le même principe d'idée, mais lui, son projet n'avait pas fonctionné, et je me souviens que j'avais observé les deux comme ça, et je m'étais Tu dit, t'étais tiens, dit, ah, ça va qu'est-ce pas que ça va marcher. donner? Qu'est-ce que ça va donner? Mais ma coiffeuse afro, je les avais bien sentis. Je savais que ça allait marcher. Ok. Et du coup, à cette époque-là, j'ai rencontré pas mal de monde. J'ai aussi rencontré Bassi, qui est une Ah, des ok. personnes les plus influentes de De Clubhouse. club, c'est the personne C'est influente. deux Ok. personnes de Clubhouse, Bassi. D'ailleurs, je vais faire une interview avec lui dans mon podcast aussi. Et donc, du coup, Moment ouais, teasing. Donc, un il petit faudra teasing, vraiment suivre Carla. ça sortira, ça sortira. Mais voilà, j'ai rencontré Bachi à cette époque, enfin j'ai rencontré pas mal de monde en fait à cette époque-là. Donc c'est assez drôle parce que du coup après tu vois que tu reconnectes avec certaines personnes aujourd'hui, que ce soit sur Clubhouse ou autre et tout, donc c'est assez marrant. Donc suite à cette période-là, donc 2 ans et demi comme ça, hein, j'ai accompagné quelques porteurs de projets. À l'époque j'avais gagné un concours alors le nom m'échappe. Euh, c'est c'est une association entreprise dans le social business, euh, Ticket for Change. Donc Ticket for Change, Ok. c'est un super business. Ils aident les entrepreneurs sociaux. Et c'est Mathieu et son prénom m'échappe aussi.
qui gère ce projet-là, enfin qui gère ce Ok. business-là. C'est une super belle boîte et à l'époque ils avaient fait un MOOC en ligne. Donc j'avais gagné un Ok. des concours, j'avais reçu un prix de l'entreprise Cégide et du coup j'étais aidée par Cégide et j'avais pu faire des événements dans leurs locaux et tout ça. Donc c'était assez sympa. Et Ok. ouais non mais vraiment c'est vrai que j'ai fait beaucoup de trucs là, je me rends compte. Bah ouais, parce que tout ce que tu dis, je me dis, waouh, enfin, c'est assez incroyable, quoi, tu vois. Ouais, c'était vraiment sympa cette période. Et c'est vrai que c'est une période où là, pour le coup, j'ai commencé à faire quelque chose et j'ai commencé à réaliser quelque chose d'assez important. C'était la première fois que je réussissais, entre guillemets, dans le business, parce que à l'époque, je me souviens, j'avais réussi à mobiliser une communauté autour de 3000 personnes. J'avais même un Ah, groupe Meetup que j'avais créé où je m'étais retrouvée avec plus de 1500 personnes qui suivaient le groupe. Les groupes Meetup, c'est des événements que tu crées et puis les gens peuvent venir participer à tes événements. mhm. Et c'était vraiment une aventure super intéressante. Après, pour des raisons personnelles, et parce que j'étais dans un cheminement de foi personnel, j'ai dû arrêter ce projet-là. Donc j'ai Waouh. décidé de laisser ce projet-là et de reprendre des études. Et donc enfin j'ai fait une licence qui est justement sur le handicap et l'emploi. Donc c'était une licence qui s'appelle chef de projet handicap emploi. Ok. Et donc là, je me suis retrouvée on va dire, découvrir le handicap et notamment tout ce qui était handicap psy, donc autisme. T'as une appétence, j'ai l'impression que je sais pas si c'est fait exprès ou c'est comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un univers qui avait l'air de te plaire, du coup. Écoute, ouais, enfin, en gros, c'est des choses qui venaient un petit peu toquer en moi, surtout sur tout ce qui était handicap psy, handicap Ok. cognitif, notamment, Mhm. parce que bah, du coup, moi, ça m'a permis de découvrir pas mal de problématiques et aussi d'atypisme qu'il y avait en moi. Ok. J'ai découvert, enfin, déjà, je me suis rendu compte que enfin, moi, j'étais pas à lire, je faisais beaucoup de fautes à l'écrit, enfin, plus jeune, en fait, j'ai eu énormément de difficultés d'apprentissage, en fait. Mhm. Donc, j'avais vraiment cette difficulté-là pour apprendre à lire, écrire et tout ça. Et ça a pas mal été une souffrance pendant très longtemps pour moi, parce que je me souviens que bah, j'écrivais avec énormément de fautes et quand j'écris, bah, je dois me relire au moins 10 000 fois pour être sûre de pas faire de fautes. Mais c'est quelque chose que j'ai quand même réussi à compenser en fait avec un autre atypisme qui est la surefficience en fait. Parce que du coup c'est pareil, à cette époque-là je me suis rendu compte que enfin ça m'a conduit à aller faire des tests en fait psychométriques et j'ai réalisé en fait à ce moment-là que j'avais en fait quand tu fais les tests psychométriques, ce qui permet de calculer le QI, en fait j'ai un QI normal, mais tu as quatre trucs qui sont évalués dans le QI. Et les trois sur les quatre, en fait, il y en a un qui est au niveau verbal où je suis au-dessus de la moyenne, en fait. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui m'a permis, on va dire, de compenser mes troubles dyslexiques, euh, qui m'a permis un petit peu d'inverser en fait le truc, parce que ce qui se trouve que moi, je lisais énormément, parce que j'étais une grosse, grosse, grosse lectrice, je lisais énormément de romans. Enfin voilà, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup lire. Moi, quand j'étais enfant, je n'étais pas sur les plays et les jeux vidéo, moi j'étais sur les livres. Donc du coup, j'ai un Ah, truc avec grave. l'écrit, avec la rédaction, avec le verbal. Donc ça fait que c'était un petit peu c'est certainement une de mes particularités, c'est que j'ai à la fois de la dyslexie, mais j'ai à la fois une surefficience à ce niveau-là. Et donc je sais pas comment t'expliquer ça, mais en gros, t'as tout ça en fait qui est un petit peu condensé en moi, et c'est au moment où j'ai fait ces études en handicap et emploi où j'ai un petit peu découvert tout cet univers des handicaps psy et tout ça et que ça a commencé un petit peu à m'interpeller pour moi-même et que ça a un petit peu aussi résonné avec mon côté passion pour la psychologie humaine, etc. Parce que moi aussi, j'ai toujours été très, très, très intriguée par la psychologie humaine et tout ça. Et donc voilà, ça résonnait un petit peu en moi. J'ai commencé à me dire que j'aimerais bien faire des études de psycho à ce moment-là et tout. Enfin voilà quoi. Ok, ok. Donc, Bah, tout prend sens. Et du coup, donc, après, à partir de ce moment-là, parce que je sais que t'as jumpé sur autre chose, vu que je sais que c'est pas terminé. Qu'est-ce qui a fait que tu bascules sur la suite, du coup?
Ouais, donc ensuite à ça, donc j'ai fait cette formation-là, c'était pendant 1 an. 1 an plus tard, donc j'ai eu mon diplôme et franchement j'étais trop contente, j'ai eu 14 de moyenne, je crois. Euh... J'étais trop contente parce qu'en fait, à l'époque, quand j'étais étudiante, j'étais une très bonne étudiante, j'avais des très bonnes notes. Et quand j'ai fait mon bac, j'ai eu 10. Et j'étais dégoûtée, en fait. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, j'étais une excellente élève, j'avais des super notes. Et plus j'ai avancé dans mon parcours, plus en fait mes notes se réduisaient. Et quand j'ai eu mon bac avec 10, mon bac de français, j'avais des notes exceptionnelles pendant toute l'année. Et j'ai eu 10 tout juste à mon bac de français, j'étais dégoûtée, Je littéralement. comprends, je comprends. Et en fait, là, quand j'ai fait cette formation-là, j'avais des super notes, j'avais des notes excellentes. Et franchement, c'était comme si je rattrapais un petit peu, tu vois, j'avais ma petite revanche sur ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, pareil, j'ai fait des tests aussi pour voir un petit peu où étaient mes dons, mes talents. Et je suis quelqu'un qui est très dans l'apprentissage. Je suis quelqu'un qui m'auto-forme énormément, qui aime énormément me former. Et c'est vraiment mon truc de me former, en fait. Donc les études et tout ça, pour moi, normalement, c'est facile, en fait. Et quand à l'époque j'ai eu genre mes vieilles moyennes au bac, j'étais trop dégoûtée. Et là, en fait, quand j'ai refait cette licence-là, je me suis rattrapée, j'étais trop contente. J'étais super contente, j'ai une super moyenne, j'ai une mention et tout ça à mon diplôme. Enfin, j'étais trop contente en fait. Donc du coup, ça m'a fait du bien ce truc-là. Ça m'a permis de rattraper un petit peu mon échec, on va dire, de bac. Mm, mm, mm. Et bah, bon, après la fac aussi, pareil, j'étais pas trop mal, j'avais eu 12 de moyenne, je crois, à la fin, quand j'ai fini ma licence. Donc j'ai eu ma licence quand même pas trop mal, mais c'est vrai que la fac, ça avait rien à voir avec le lycée, quoi. Donc forcément, tu vois, tu te retrouves dans un nouvel univers, etc. Donc ça m'a pris quand même un peu de temps pour rattraper, on va dire, mon niveau. Et finalement, là, j'ai un petit peu le sentiment d'avoir accompli le rattrapage de mon niveau, tu vois, au niveau universitaire et tout. Donc Ah voilà. là là. Donc quand j'ai fait cette licence, après pendant que je faisais cette licence, en fait, je travaillais à temps plein. Donc c'était des cours du soir en fait cette licence-là. Donc j'avais cours le samedi, j'avais un cours le soir et puis le reste de la semaine je bossais à temps plein C'est pas dans un difficile. grand groupe. Franchement c'était chaud. Ok. Franchement j'avais pas de jour de repos. Tu sais du lundi au vendredi je bossais, le samedi j'allais en cours et le dimanche comme moi je suis dans mon église je suis impliquée, je servais dans mon église. Donc Oh je là ne là là dormais que là le là matin là en fait. là Je là. prenais le Oh temps de mon dormir, de faire une Dieu. grasse Quelle matinée vie, le Carla. dimanche matin. Et après, l'après-midi, j'allais servir. Des fois, l'après-midi, j'allais travailler en coworking ou à la bibliothèque sur mes cours Oh pour me là là. préparer, pour faire mes cours et tout ça. Et après, j'allais servir, tu vois. Donc, c'était une période juste une dinguerie, en fait. C'était Quelle vie. ultra intense. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est pas facile là ce que tu dis. C'est pas évident. Waouh. Et du coup, rassure-moi, à la fin, au bout, ta formation, elle était successful, n'est-ce Bah pas? oui, parce que justement, j'ai eu 14 de moyenne, j'avais des Ah, super notes voilà. et Et tout bien, ça. déjà, quand je dis successful, c'est après avoir la Bah, formation, est-ce que... en fait, suite à cette formation, j'ai trouvé, en fait, j'ai pas pu continuer là où je bossais. En fait, normalement, je devais rester, mais j'ai pas pu continuer. Ok. Finalement, j'ai trouvé un autre poste, mais malheureusement, j'ai pas validé la période d'essai. Et en fait, justement, après cette formation-là, ce qui s'est passé, c'est que pendant 8 mois, j'ai cherché du travail, j'ai pas trouvé. Ok. Et donc ça aussi, ça m'a posé question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai un diplôme, j'ai un parcours quand même intéressant. J'ai travaillé pendant près d'1 an en mission handicap et tout ça. Et franchement, les postes auxquels je postulais, il y avait des postes où normalement j'aurais dû être rappelée, mais j'ai même pas été rappelée. Même à un entretien, j'ai pas eu un entretien. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est quoi ce délire en fait? Et donc, ça a fait que pendant 8 mois, j'ai cherché du travail, j'ai pas trouvé. Et en fait, il s'est trouvé que j'ai eu une opportunité avec un monsieur qui avait des boutiques alimentaires bio Ok. en région parisienne, Ok. qui avait des difficultés au niveau de ses ressources humaines et qui avait besoin d'aide. Donc, j'ai travaillé avec lui, mais lui, il pouvait pas me recruter en contrat salarié. Donc, Ok. ça m'a conduit du coup à me mettre en auto-entrepreneur. Mais comme du coup, j'avais pour projet déjà de me mettre en auto-entrepreneur parce que du coup, j'avais un projet d'édition de livres, de m'auto-éditer. Et ça tombe à pic, en fait. Voilà, Tout donc était ça tombait à aligné, en pic. fait. Voilà, donc du coup, à ce moment-là, je me suis mise en auto-entrepreneur pour monter
ma mini maison d'édition. Donc ça aussi, c'est un autre projet que j'ai d'édition, d'éditer des livres. J'ai trop Non, de tu vas dans des choses projets. mais et surtout tu vas dans des choses difficiles parce que on était en quelle année là à peu près? Là, on est en 2019. En 2019, en fait, Ah, j'ai à par là. cœur de faire en fait en fait de faire d'écrire en fait des livres Mhm. et d'écrire à la fois des livres pour étudier la Bible parce que moi je suis vraiment quelqu'un qui est impliqué au niveau de ma spiritualité. Donc j'ai à cœur à ce moment-là d'écrire. Donc je lance en fait on va dire un espèce de, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais un ministère entre guillemets pour écrire des livres qui permettraient d'étudier la parole, mais de Ok. faire des livres qui soient beaux, qui soient graphiques, qui donnent envie en fait, tu vois, d'aller creuser ce qu'il y a dans la Bible. Et du coup, ça m'a conduit à faire un espèce de sommaire, un type de livre que j'ai créé, qui est un sommaire de la Bible. Et j'en ai fait un avec le livre de Matthieu, qui, sans me vanter, est super beau. En fait, ça te donne vraiment, ça te donne un petit résumé de ce qu'il y a dans le livre de Matthieu. Ça te met les références, etc. Et c'est super graphique. Et j'avais envie de créer comme ça des ressources qui donnent envie d'aller creuser dans la Bible, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un de très spirituel, qui aime beaucoup la parole de Dieu, donc voilà. Mais du J'avais coup, envie de c'était partager cette l'édition de passion-là, livres. quoi. Mais du coup, si je comprends bien, c'était de l'édition de livres spécifiquement religieux, du coup. Ou Voilà, c'était donc des livres. il y avait une partie que j'avais créée pour éditer des livres religieux, on va dire comme ça. Mhm. Et puis en gros, si tu veux, en gros, si tu veux, mon projet c'est que j'ai posé une maison d'édition où je Ok. m'auto-édite moi. Dans cette maison d'édition, c'est une maison d'édition que je vois vraiment pour éditer différentes typologies de livres, pas nécessairement que des livres religieux. Et il y a Ok. on va dire, une succursale qui va, on va dire, émerger de cet éditeur, qui est ce que j'appelle Vivre plus Christ, Ok. où là, j'édite vraiment des ressources spécifiques pour étudier la parole et tout. Ok. Ok. Donc là, Ok. du Ok. coup, c'est ça que j'ai créé à ce moment-là en 2019. Il n'y a Euh, pas très longtemps, au final. ouais, il Hein. n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à écrire comme ça. Et puis, c'est un Et ça t'est projet que j'ai venu mis. où, du coup? Ouais, ça m'a conduit du coup finalement, donc je monte mon auto-entrepreneur, je travaille avec ce monsieur. Ça se passe pas forcément très bien finalement. Euh, du coup, lui, entre-temps, il rencontre une autre jeune femme qui, elle, a une boîte dans les RH, dans les RH, Mhm. qui était en train de développer son cabinet dans les RH. Et donc, il décide de travailler avec elle et il me met en contact avec elle. Du coup, moi, je travaille avec elle et là, je fais de la chasse de tête, chose que j'avais jamais fait de ma vie. Ok. Si tu veux, c'est ça qui m'a amené, on va dire, c'est la petite continuité qu'il y a eu au niveau de mon diplôme que j'ai passé, puisque du coup, j'avais fait de la RH et du recrutement. Donc là, je me retrouve à faire de la chasse de tête pendant quelques mois en tant qu'indépendante, encore une fois. Finalement, je ne continue pas à travailler avec cette jeune femme. Là, on arrive fin 2019 et début 2020, je décide de me dire, bah, je vais aller chercher des clients euh, pour essayer de faire valoir aussi ce diplôme que j'ai fait. Puisque moi, j'avais fait un mémoire de recherche sur tout ce qui était lié à la santé au travail et à l'insertion professionnelle. Donc là, du coup, j'ai commencé à chercher des clients, on va dire, pour travailler dans les services de ressources humaines sur les questions de santé au travail et d'inclusion au handicap et tout ça. Ok. Et début 2020, donc je commence à chercher des clients et finalement, il y a le Covid qui vient, Ah, quoi. oh my gosh. Donc Mais du du coup, c'est coup, quand même intéressant parce que de ce que j'entends, de ce que tu dis, tu es quand même passé dans une phase, comment on va dire ça, euh, où tu te retrouves à faire du commercial. Parce que de tout ce que tu dis depuis dans le début de ton parcours, c'est vrai que je vois de ton parcours, de ce que j'en ressors, hein, c'est que tu es quelqu'un de très créative, je dirais t'as un sixième sens qui a l'air de plutôt bien fonctionner. C'est pas donné à tout le monde. Et, et mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, il manque quand même cette partie un peu démarcher, taper. Enfin, c'est pas que tu tapes aux portes parce que tu fais bien le réseautage, mais la partie, on va dire, où tu passes dans le gap financier,
J'ai l'impression que c'est là justement que ça a manqué tout au long du début de ta carrière Totalement, totalement, t'as que tout là, compris. à la fin, tu es rentré dans le vif du truc, quoi, la partie financière. Et ça, je trouve ça. C'est pour ça que je voulais que tu nous partages ce parcours et qu'on a passé beaucoup de temps, parce que je trouve que euh, tu peux peut-être éviter à des gens un peu plus jeunes, ou même moins jeunes, en fait, c'est pas une histoire d'âge, de ne pas manquer ce cap-là et de tout de suite rentrer dans la partie financière, parce que tu peux pas faire quelque chose de manière professionnelle et à un moment qui prend de la hauteur sans avoir la partie financière, tu vois. C'est exactement ça. Franchement, Je t'as tout voudrais... compris. Mais de toute façon, j'ai écouté beaucoup quand tu parlais dans les room clubhouse, etc. Et puis bon, j'ai aussi lu ton blog, donc tu vois, et tes podcasts, enfin, je trouve que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et moi, je voulais savoir de ce parcours qui est assez dense et qui n'est pas terminé parce que ça va nous amener au deuxième point de l'interview, mais euh, Ouais. qu'est-ce que tu retiens là de ce parcours qui est assez exhaustif et qui, l'air de rien, c'est pas sur 20 ans, donc c'est vraiment sur une courte période quand même. Qu'est-ce que tu retiens de ce parcours? Bah, en fait, ce que moi je retiens, c'est que franchement, quand tu as une vision, quand tu sais où tu veux aller dans ta vie et quand tu es déterminé, Mhm. tu persévères. Et en fait, moi, ça a été vraiment l'histoire de ma vie, la persévérance. Parce que faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, donc quand j'ai commencé à rentrer dans mes histoires de business, moi, ma vision, c'était que je voulais avoir mon nom sur une tour, en fait. J'étais ultra ambitieuse. Punaise. Et je le suis toujours, en fait. Mais Mhm. genre vraiment l'ambition chevillée au corps, en fait, tu vois. Mhm. Et en fait, tout ce parcours et toutes ces choses que j'ai fait, j'ai testé, retesté, appris, je me suis relevée et en fait, je me suis jamais arrêtée. Ok. Malgré le fait que j'ai commencé un business, ça n'a pas marché, j'ai recommencé un autre projet, ça n'a pas marché. Mais je me suis jamais arrêtée. Et la manière dont j'ai procédé, je pense que j'ai procédé d'une manière qui m'a permis de persévérer, c'est que j'ai procédé en me disant, je teste un truc, si ça marche pas, c'est pas grave, mais je prends pas de risque en fait. Je vais pas aller monter une entreprise, commencer à lever des fonds, tout ça, je vais pas faire ça. Moi, ce que je vais faire, c'est essayer de voir comment est-ce que je peux partir de zéro, bricoler un petit peu et essayer à partir de ça de développer mon business. Et c'est vrai qu'avant, j'avais pas cette vision business de dire ok, on va faire des sous. Je savais pas faire ça. Et effectivement, ce côté commercial, je ne l'avais pas. Et comment j'ai développé ce côté commercial, c'est parce qu'à un moment donné, c'est arrivé en 2017 quand j'ai dû arrêter mon projet enfin quand j'ai choisi d'arrêter mon projet à l'époque d'investissement en compétences, dans la phase transitoire en fait de cette période-là, je me suis retrouvée à devoir chercher du boulot et j'ai trouvé une mission d'intérim où je devais faire du phoning. Donc là, je devais aller chercher des clients, en tout cas, je devais aller chercher des personnes qui allaient venir participer. Je devais les inviter à participer à un événement où ils allaient rencontrer des, euh, je devais aller chercher en fait des donneurs d'ordre qui allaient rencontrer des boîtes qui leur présenteraient des solutions Ok. numériques, etc. Et donc, je devais inviter ces personnes et prendre mon téléphone et leur dire, ah, je vous invite à venir à tel événement pour venir découvrir des solutions pour vous aider à faciliter votre travail au quotidien. Et ça a Ok. été un des trucs les plus difficiles que j'ai dû faire de ma vie. C'est-à-dire que tout ce que je t'ai raconté, c'était facile pour moi. Waouh. Mais ce truc-là, c'était le truc le plus difficile que j'ai dû faire. Franchement. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Mais je t'assure, c'est ouf, hein. Mais c'était le truc le plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie. Faire des études, pour moi, c'était facile. Euh, Travailler, développer tout un tas de trucs, c'était facile. Je faisais des trucs, limite, tu te dis, tu sors de ta zone de confort, mais pour moi, c'était confortable, tu vois, de gérer un backstage en défilé. Mais prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un et lui dire, voilà, je suis telle personne, je vous propose un événement, je vous invite gratuitement à l'événement. Mais my God, c'était chaud pour moi, ça. C'était chaud pour moi. Tu me tues. Donc tu vois, ça montre que des fois, tu peux avoir énormément de facultés, mais il y a toujours des points faibles, en fait. Il y a personne qui est invincible, il y a personne qui est tout puissant, il y a personne qui, même quand tu es super intelligent, tu as des faiblesses.
tu as des trucs où tu ne maîtrises pas. Tu peux avoir des tonnes de talents, et moi c'est mon cas, j'ai énormément de talents, j'ai beaucoup, beaucoup de capacités, de facultés, mais il y a ce truc-là commercial, mais pour moi c'était un cauchemar en fait. Je savais pas vendre, je ne savais pas me vendre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai jamais gagné d'argent dans mes business, tu Waouh, vois. waouh, waouh, waouh. Franchement, ben, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Et tu nous plonges directement dans la deuxième partie de l'entretien, qui était je vais mettre un peu de contexte pour que ceux qui écoutent comprennent. Bon, sûr que la base, moi, ce qui m'avait vraiment touché, c'était le fait que tu avais mis vraiment un point d'honneur c'était une room, je crois, qui parlait de business ou d'entrepreneuriat. Je sais plus c'était quoi là, le titre, j'ai oublié. Et tu avais dit ceci, tu avais dit oui, mais euh, l- l'entrepreneuriat, ce n'est pas que des success stories qui vont finir en une de magazine, tu vois. Et c'est quelque chose qui m'avait personnellement beaucoup touchée parce que je me suis dit, wow, c'est un peu la première fois que j'entends quelqu'un le dire sur Clubhouse. Là, en ce moment, un peu moins, vu qu'il y a moins d'entrepreneurs, mais il y avait une époque où tu entendais que des success stories, tu vois. Et du coup, tu m'avais motivé à écouter ton podcast et tu parles beaucoup un peu de la face cachée de l'entrepreneuriat et des échecs, en fait. Et du coup, Ouais, je veux vraiment que déjà tu nous plonges un petit peu plus sur à un moment, comment tu t'es dit, ben, parce qu'aujourd'hui, enfin, tu l'as pas dit ce que tu fais aujourd'hui depuis, mais aujourd'hui, quand même, enfin, tu aides d'autres entrepreneurs justement à être successful. D'ailleurs, tu as un podcast qui met bien en avant certains points pour ceux qui veulent l'écouter. C'est My Business Gemma, ce sera dans la bio. Je vous invite vraiment à l'écouter. Que vous soyez entrepreneur ou pas, je trouve que c'est des choses qui, même en dehors du business, on apprend beaucoup. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris super, merci. de ton podcast et même de points auxquels on pense pas, tu vois, il y a des choses, des thématiques un peu trop compliquées, et là, tu les expliques de manière très simplifiée, et tu mets toujours le contre-exemple. Et moi, ma question, c'était de savoir à quel moment tu t'es dit, bon, j'ai un parcours de vie entrepreneurial, je crois que ça fait 10 ans maintenant, si on calcule bien, que Ouais, franchement, ça fait tu as 10, 12 testé ans plein, bientôt, plein de ouais. choses, voilà. À quel moment tu t'es dit, maintenant, je vais mettre au service de mon expérience, de mes réussites, mais aussi et surtout de mes échecs pour éviter aux autres bah, que ça leur arrive. Ouais. Comment tu as basculé en fait dans ce moment-là en Comment j'ai disant, basculé, ouais. voilà, mhm, En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est rentré dans le confinement, bah moi j'étais en train de chercher des clients, comme je te disais, sur tout ce qui était ressources humaines, santé au travail. Et là, je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué pour moi de trouver des clients dans ce domaine-là. mhm, Ce qui fait que j'ai dû me poser et me dire qu'est-ce que je fais. Et donc, encore une fois, moi je suis quelqu'un de très spirituel, donc j'ai un peu regardé en haut, quoi, pour dire, mais attends, Seigneur, après tous les trucs que je me casse la tête de faire, je ne comprends pas, j'arrive à rien. Donc il va falloir que tu me dises ce que je dois faire en fait, parce que j'en ai marre de commencer des trucs et d'arriver à jamais les finir et à chaque fois d'être en échec. Et en fait, clairement, j'ai prié là, littéralement. Et en fait, ce qui ok, s'est passé, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues vers moi spontanément en me demandant de l'aide parce qu'ils voulaient monter leur business. Donc c'est pas un truc que j'ai oh, choisi de faire moi en fait à ce moment-là. ok, C'est quelque chose que je me suis dit ok mais qu'est-ce que je fais dans cette période parce que du coup bah on était au mois de mai, je savais qu'on allait sortir du confinement. Comme mhm, j'étais auto-entrepreneur donc j'avais eu à faire un peu de chiffre d'affaires avec les opportunités que j'avais eues sur l'année 2019 donc j'ai pu bénéficier de l'aide des entrepreneurs. mhm. Donc heureusement il faut dire quand même qu'on est dans un pays où il y a des aides et des fois on crache sur la France mais quand même il faut reconnaître que on a de la chance dans ce pays. Et donc du coup, bah, pendant cette période-là, je savais que quand on allait sortir de la phase de confinement, bon, moi je me voyais pas aller travailler en tant que salarié. Enfin, ça c'était clairement quelque chose sur lequel je m'étais dit c'est mort, ça n'arrivera plus jamais en fait. Donc toi, t'es vraiment non, 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 Moi non, je suis ok. no way. Enfin vraiment, hein, j'ai eu des expériences, j'en ai eu quelques-unes en entreprise, Mhm, mais vraiment c'était trop compliqué pour moi quoi. Moi j'arrive pas à m'intégrer dans les entreprises. Donc tu vois comme je me suis dit, hein, je suis un profil très atypique et j'ai eu toujours beaucoup de mal à m'intégrer dans les entreprises. Et en fait, soit on me valide pas ma période d'essai, soit on me vire pour des raisons qui n'ont aucun sens. Mais en fait, je ne reste jamais dans les entreprises. Et donc là, je savais que je ne voulais plus travailler en entreprise. Et ça, j'avais pris la décision déjà depuis le début de l'année 2020. Donc là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? ok,
Et donc du coup, bah, ces personnes-là venant vers moi, j'ai commencé à les aider totalement gratuitement en me disant, je sais pas ce que je vais en faire de ce truc-là, mais on verra bien. Et en fait, c'est là que ça s'est formé, on va dire, où j'ai commencé un petit peu à découvrir un peu tous les business coachs sur la place du marché. Au début, je me disais, vas-y, moi, je suis pas une coach. J'aimais pas ce terme, coach. Ça me stressait. Et puis, je me disais, tout le monde fait ça, c'est n'importe quoi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire des choses que personne ne fait. Ok, ok. Donc, du coup, j'étais en mode genre, ah, vas-y, la flemme. Du coup, je me suis dit, bon, je vais me positionner en tant que consultante, comme ça, je vais accompagner les gens et les aider bah, à démarrer leur projet. C'était un petit peu, on va dire, ma spécialité, Ok. de partir de zéro. J'ai zéro, j'ai rien. Comment est-ce que je fais pour finalement dérouler un peu ma vision, structurer mon idée et puis démarrer par quelque chose. Par quoi je démarre pour que je puisse commencer en fait à faire un peu de chiffre d'affaires et au fur et à mesure faire évoluer mon entreprise. Sachant que moi, ma vision, c'était, bah, moi j'ai une grosse vision et si je tombe, enfin, du coup, moi j'attire beaucoup des gens aussi effectivement qui sont comme ça, qui sont très ambitieux, qui ont des visions, voilà, qui ont plein d'idées dans la tête, qui veulent faire plein de choses. Et donc du coup, je me suis dit, bah, moi j'ai un peu cette spécialité d'arriver à trouver dans toutes tes idées de projet par quoi tu peux démarrer pour ensuite faire tes premiers centimes là, et puis après réinvestir tes premiers centimes au fur et à mesure pour développer ton entreprise en fait. Donc c'est un petit peu sur ça que je me suis c'est comme ça que je me suis lancée en fait dans le coaching, enfin dans le business coaching au départ le consulting, puis en découvrant le coaching, j'ai finalement accepté l'idée de pourquoi pas être coach et puis je voyais que c'était ça que les gens avaient aussi besoin et c'est là que je me suis lancée un peu dans le business coaching, ça s'est fait grosso modo entre juillet et août 2020. Ok, 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 ok. Eh ben, j'aime beaucoup là ce que tu viens de dire. Comme quoi, le 2020, ça a beaucoup, ça a été un shift pour beaucoup au final, j'ai Ouais, l'impression, hein. totalement. Parce que à chaque fois, j'entends les gens ils me disent 2020, c'est vraiment the moment. Mhm. Euh, et, euh, et du coup, toi, enfin, pour faire ce que tu fais aujourd'hui, tu te bases sur une formation ou c'est vraiment ton expérience et ce que tu as tiré comme leçon que tu mets au service du coup de tes coachés? Bah les deux. Alors, c'est mon expérience qui d'ailleurs, je me suis rendu compte que tu sais, j'ai vécu tellement de vies, j'ai fait tellement de choses, mais c'était des choses que je n'avais jamais modélisées, que je n'avais jamais sorties de mon cerveau. Mhm. Ce qui fait que, n'ayant pas sorti ça de mon cerveau, c'est quand j'ai commencé à accompagner les gens que je me suis rendu compte de à quel point je pouvais les aider en fait. Parce que du coup, je me suis rendu compte que je savais exactement comment il fallait réfléchir pour étudier un marché, Mhm. pour faire un business plan. Et même moi-même, j'ai été surprise. Je me disais, mais comment je comprends tout ça? Comment je connais tout ça, en fait? Et en fait, des fois, tu fais tellement de trucs, tu te rends même pas compte, en fait, des connaissances, des choses qui y a en toi. Ah, Donc, ça. du coup, j'ai commencé à moi-même me rendre compte que j'avais toutes ces connaissances et cette compréhension. Donc, c'est beaucoup, effectivement, de mon expérience, de ma compréhension des choses. Et puis, je me suis aussi rendu compte que quand les gens me parlaient de leurs projets, de leurs trucs, bah, moi, j'avais cette capacité à un peu designer des business models, c'est-à-dire de dire ok bah tu vas pouvoir faire ça comme ça et ça te permet de vendre de telle manière, tu peux peut-être travailler sur une offre de telle manière, prendre tel angle pour proposer ton offre, ça va permettre d'avoir une différenciation par rapport à d'autres business. Donc je me suis rendu compte que j'avais un espèce de truc un peu que j'appelle le business design qui consiste en fait à sur la base de tes idées, de tes aspirations, de qui tu es aussi, hein, de concevoir comme ça un business model sur mesure, entre guillemets, avec tes idées et ta personne. Et donc, j'ai fait ça avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, en fait. Il y a plein de gens qui ont bénéficié de mes coachings gratuits, où je leur ai fait comme ça du business design. Voilà. On discute, on échange en une heure et demie d'entretien, et puis ils ressortent avec une idée de business model, avec quelque chose de construit, de structuré. Donc ça se fait en un entretien en général. Ok. Ok. Euh, et puis du coup, bah, je me forme énormément, notamment en marketing, etc. Donc c'est déjà à la base c'est mon domaine, la communication, mais moi je me forme beaucoup, je regarde beaucoup ce que font les autres business coachs. Par exemple, moi pour mon podcast, je me suis formée. J'ai acheté une petite formation pour faire mon podcast.
Bah, encore une fois, hein, comme je te disais, moi, je suis quelqu'un qui aime me former et m'auto-former. Donc, c'est pareil, je me suis auto-formée en SEO et du coup, de tous les articles que j'ai trouvés, j'ai moi-même créé une formation à partir de ça. Enfin, Ah là donc là. voilà un petit peu comment je fonctionne. Ok. Et avant qu'on passe à l'autre question, j'avais posé une question parce que là, ce que tu viens de dire, ça vient de faire un truc dans ma tête. Tu as dit, tu te formes, donc tu payes des formations et en même temps, tu crées des formations à partir de ce qui existe. Et c'est une question qui me taraude de plus en plus, surtout en allant sur Clubhouse et en échangeant avec beaucoup de gens, Mm. notamment dans le monde du podcast et même le réseautage, c'est une question qu'on t'a beaucoup posée dans des rooms, Carla. Et d'ailleurs, je t'ai dit, je t'inviterai à faire des rooms sur le réseautage parce que je vois que c'est une question qui revient très, très régulièrement. Mm. Et je pense qu'au vu de ton expérience, tu as vraiment quelque chose que tu pourrais apporter parce que tu as fait des différents milieux, différents domaines. Et je pense que Mm. vraiment, ton expérience, plus que quelqu'un d'autre, il y a de quoi apporter. Donc, je te Bah, laisse cette merci. balle-là. Après, gère si tu veux faire ça en payant ou gratuit, c'est toi qui vois. Bon, Payant, ça serait quand même mieux, je pense. Mais euh, moi, le confinement m'a fait prendre conscience et que au final, on vit dans un monde où l'information, elle est là. C'est-à-dire que, contrairement il y a 10 ou 15, 20 ans, où tu ouais. pouvais avoir l'excuse de j'ai pas l'information parce que bah, peut-être t'as pas l'internet, etc. Mm. Depuis quand même, j'ai 10, 20 ans, je suis même pas, je dirais ça fait bien au moins 50 années que il y a vraiment des êtres humains qui ont mis à disposition de leur temps pour écrire des blogs, faire des vidéos, et ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à un moment où les informations elles sont là. Mm. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'une personne doit peut-être payer quelque chose de payant que dans le gratuit? Je te pose cette question exprès parce que Mm. il y a beaucoup de gens, hein, je l'ai entendu, et même moi dans mon podcast, qui vont dire ouais, mais pourquoi les payer, tout est dehors. Tu vois, c'est des phrases que tu Mm. entends Mm. régulièrement Mm. dans n'importe quelle chose. Et pourquoi il faudrait payer justement des personnes comme toi qui ont une expertise ou payer une personne qui a une expertise dans quel que soit le domaine? Ça peut être dans le business, ça peut être dans la santé, ça peut être dans... Pourquoi payer? Qu'est-ce qui fait la différence entre payer et aller chercher dans ce vaste monde qui est Internet les informations à disposition? Bah, en fait, c'est ça le problème, c'est chercher l'information. C'est le point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur et ce que je fais, moi, j'ai une capacité de synthétiser l'information. C'est-à-dire que je te donne l'exemple, quand j'ai fait un guide d'auto-formation au SEO. D'ailleurs, je le renouvelle là, ce guide-là, et je vais le proposer de manière gratuite, mais aussi pour proposer une autre formation derrière payante pour monter sa stratégie de content marketing. Typiquement, ce guide-là, comment je l'ai créé? Bah, moi, à la base, je m'étais auto-formée en SEO, c'est-à-dire que j'étais partie chercher de l'information sur Internet, parce que, encore une fois, effectivement, l'information sur Internet, elle est de très bonne qualité, et elle est suffisamment étoffée pour que tu t'auto-formes gratuitement avec ce qu'il y a sur Internet. C'est tout à fait possible. Sauf que ça demande d'aller chercher de l'information, ça demande de prendre le temps de lire l'information, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, il y a tellement d'informations que c'est très difficile de trouver l'information, de trouver la bonne information et d'aller droit au but et de pas perdre du temps avec des tas de ressources. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui voudrait s'auto-former pourrait le faire et il faut être super habitué pour que quand tu vas taper même sur Google, il faut taper les bons mots-clés. Ça, tout le monde ne sait pas faire des recherches sur Google. Ensuite, il faut avoir le flair de capter les bonnes informations, c'est-à-dire que quand tu vas aller sur un site, tu vas regarder, il faut que tu saches tout de suite quand tu vas regarder l'article, est-ce qu'il y a il y a de la bonne info, est-ce que c'est vraiment pertinent et intéressant pour moi de lire cet article. Ça aussi, ça demande une capacité d'analyse. Et ce Ah, travail de j'aime beaucoup ce que tu viens capacité de dire. d'analyse, Mhm. tout le monde ne l'a pas en fait. Tout le monde ne sait pas faire des recherches sur Internet pour aller chercher les bonnes infos au bon endroit et après d'arriver à synthétiser l'information pour en faire quelque chose, tu vois. I love this. I love this. J'espère que vous qui m'écoutez, vous avez noté ça. Parce que franchement, c'est une question que je mourrais d'envie de poser à Carla depuis la première fois qu'elle a fait une room. Parce que justement, pour moi, c'était évident que tu devais faire du coaching en fait. Avant même que je découvre que c'était ton travail. Quand j'ai entendu ton truc, je me suis dit, mais j'espère que cette femme, elle coach des gens parce que je vois personne d'autre mieux que toi pour pouvoir coacher. Et là, je trouve que c'est totalement vrai. Mais le point que j'avais pas du tout vu et que tu viens de me faire réaliser, c'est la capacité d'analyse de la bonne information
et le temps. Parce que toi, tu l'as pas dit, mais on va pas se mentir. On Hmm, a tous 24 heures dans une journée c'est ça. et 24 heures, l'air de rien, supposons que vous dormez 7 heures, ça fait déjà 7 heures en moins. Si vous travaillez, vous enlevez encore 7 à 8 heures et du coup, le temps disponible est encore pire que limité. Moi, j'avais vu que la notion de temps, mais la notion analyse et synthétisation, j'avais pas vu du tout. Et ça, j'espère que vous l'avez noté. Est-ce que tu avais terminé sur ce point-là ou tu voulais rajouter Ouais, quelque voilà, chose? en tout cas, c'est ça. C'est pour moi, pourquoi tu vas payer un business coach d'une part, il y a ça, ça veut dire que le business coach, il va prendre le temps de te former, en fait, de sélectionner pour toi l'information, en fait. Il va sélectionner pour toi l'information qu'il va te donner, il va faire le tri pour toi. Donc, soit il va s'appuyer sur ses propres connaissances, soit il va aller chercher de l'information dehors. Parce qu'en général, on va toujours chercher de l'information dehors. Et cette information qu'on va chercher en dehors, il faut qu'on la synthétise, il faut qu'on la modélise. Et toi, demain, bah, t'as pas besoin d'aller chercher 10 milliards d'informations partout. T'as juste à payer mon programme et t'as toutes les infos qu'il te faut pour faire ton truc. Donc après, c'est toi qui choisis. Soit tu vas travailler avec un tel ou un tel, ça dépend des affinités, ça dépend de à quel point cette personne est convaincue ou pas. Mais concrètement, moi, je mets au défi quelqu'un d'aller chercher de l'information sur Internet aujourd'hui pour s'auto-former et d'arriver à le faire en une semaine. Moi, le guide que j'ai fait d'auto-formation, je l'ai fait je pense, en une semaine, un truc comme ça. Donc, j'ai imprimé plein d'articles, je les ai tous lus et je les ai synthétisés. Ah bah, Mais c'est un travail monstre. Et ce travail-là, les gens, je t'assure, tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, vaut mieux que tu payes pour avoir la bonne information au bon moment qui correspond exactement à ce dont tu as besoin. Et le business coach, si tu travailles en one-to-one avec lui, bah, tu vois, pour ma part, je pense pas que les personnes que j'ai aidées, elles auraient eu les idées qu'ils aient eues s'ils n'avaient pas discuté avec moi. Sans prétention. Pour avoir des idées de savoir comment est-ce que je vais euh, mettre en place et construire mon business et quelle offre je vais créer par rapport à toutes les idées que j'ai, par rapport à mon histoire et à qui je suis, il faut que tu sois en contact avec quelqu'un qui a la capacité de te faire prendre ce recul et de te faire émerger ces idées-là. Donc là, tu vas faire appel à un business coach. Donc voilà. wow. En tout cas, drop the mic. Carla connaît ma phrase préférée de Clubhouse, drop En the tout cas, mic. Et j'insiste là-dessus, je me permets vraiment d'insister beaucoup là-dessus parce que on en avait parlé, Carla, dans la room Ponomédia, sur le type de podcasteur, parce que vous savez, il y a beaucoup de podcasts qui pop-up depuis quelques années. Et moi, j'avais expliqué que moi, j'ai fait le choix de faire un podcast en m'auto-formant seul, tu vois. Et ce que j'avais maintenant, enfin, j'ai un peu d'expérience, j'ai pas encore un an dans le podcasting, mais je me rends compte que ce que tu viens de dire, c'est tellement la vérité, c'est le temps. Le temps et la capacité d'analyse et de synthèse, c'est pas donné à tout le monde. Parce que bah, aujourd'hui, on a eu de la chance, entre guillemets, je touche du bois, le Covid m'a libéré du temps. Mais je pense que hors Covid, j'aurais jamais eu tout ce temps-là d'aller lire, écouter. Non, 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 le temps c'est trop précieux et c'est pire que l'argent parce que le temps tu ne le perds, tu ne le gagnes jamais, tu ne fais que le c'est perdre. ça. Et je pense que là, je fais un peu la promo des coachs et des gens qui proposent ouais, de l'intelligence. N'hésitez vraiment pas à mettre la main à la poche pour payer une formation. C'est ça, hein, Parce clairement. que ça vous fera gagner un temps fou. Tu auras les bonnes informations et ça te... Voilà. Et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi il y a autant de coachs. Moi, je te l'avais dit, je me moquais souvent des coachs en disant, oh là là, il y a ces coachs. Je vais pas mentir, je pense toujours qu'il y a des coachs bullshit. Voilà. Je suis désolée C'est si ça vrai, choque c'est vrai, il y en quelqu'un. a. Moi, je pense qu'il y a des coachs bullshit dans tous les domaines, hein. Mm, Cependant, euh, ma propre expérience de podcastrice me fait comprendre que, bah ouais, parfois c'est bien de payer une formation parce que tu gagnes ce que tu feras en un mois, le savoir que tu cumules sur du mois, ben, une formation, tu payes les 4 heures et encore 4 heures et t'as tout, quoi. Et tu c'est ça. commences, et ce temps que tu as perdu, bah, tu peux développer autre chose. Tu te libères du temps. Donc, euh, donc voilà, on va fermer la parenthèse là-dessus et on va aller sur la dernière partie de l'épisode. Avant ceci, je vais juste vous inviter à faire une petite pause parce qu'on a parlé pendant un moment. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on parle là. Euh, Ça fait un moment. Ça fait un moment qu'on parle. Donc,
je vous invite à prendre le temps, à aller vous hydrater, à mettre la pause. On va revenir dans une deuxième partie qui va être un peu plus dense. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je préfère vraiment que vous preniez le temps de digérer tout ça, d'aller découvrir ce que fait Carla, son podcast, son site, tout est dans la description. Et on reviendra la semaine prochaine pour aller sur la deuxième partie qui va vous permettre de comprendre la première partie. Comme d'habitude, les habitudes ne changent pas. Vous partagez cet épisode si vous l'avez aimé. Vous mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast accompagné d'un petit commentaire. Pour ceux qui n'ont pas d'iPad ni d'iPhone, vous pouvez aller mettre le commentaire sur YouTube. Vous pouvez mettre également votre retour par email pour ceux qui sont un peu plus corporate, en messages vocaux sur Instagram ou en DM. Et sinon, on peut se voir en room privé sur Clubhouse. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je suis assez ouverte à ce niveau-là. Et bien évidemment, depuis quelque temps, pour ceux qui veulent être des mécènes, vous avez la possibilité de mettre la main à la poche et de participer à l'évolution de ce podcast en faisant un don de votre choix sur Buy Me a Coffee. Vous aurez le lien. Cette plateforme, vous avez la possibilité de faire des dons. Vous avez également la possibilité de suivre les articles qui sont écrits depuis à peu près une semaine. Donc, on se retrouve aussi là-bas. À la semaine prochaine. Filtre d'amour. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahisse mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits si spectaculaires. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine.